Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question que tous les coachs et tous les athlètes se posent un jour ou l'autre. Ah oui, la grande question. La grande question. Dans une séance de sport, est-ce qu'il vaut mieux commencer par la force, le lourd, ou alors par la vitesse, l'explosif? Est-ce que l'ordre des exercices, ça change vraiment quelque chose à la fin? C'est une question qui paraît toute simple, mais la réponse est incroyablement nuancée. Et pour y voir plus clair, on a une source parfaite. Oui, une étude scientifique très pointue. Le document qu'on analyse aujourd'hui s'intitule Effects of Different Complex Training Methods on Change of Direction, Sprinting, Jumping and Isometric Strength in National Level Male Basketball Players. Un titre un peu long, mais très précis. Voilà, ça a été publié en 2026 dans le Journal of Sports Science and Medicine. L'auteur principal, c'est Kazimierz Mikołajec et ses collaborateurs. Notre mission, en gros, c'est de comprendre si, pour des basketteurs de haut niveau, faire ses squats avant ses sauts, ou l'inverse, ça change la donne. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut définir un concept clé de l'étude, ce qu'ils appellent l'entraînement complexe. D'accord. Ce n'est pas juste un entraînement compliqué. C'est une méthode très spécifique qui consiste à combiner dans la même séance un exercice de force à charge élevée, un squat par exemple, et juste après, un exercice de pléométrie, donc très rapide, très explosif, comme un saut. D'accord, donc on marie la force brute et la vitesse pure. C'est logique pour un sport comme le basket où il faut être capable de pousser très fort sous le panier Exactement. et puis de sprinter à l'autre bout du terrain 2 secondes après. Précisément, les athlètes doivent être à la fois forts et rapides. L'entraînement complexe vise ça. Mais la grande question, le cœur de cette étude, c'est dans quel ordre on les travaille pour avoir les meilleurs résultats. Alors, comment ils s'y sont pris pour répondre? On a donc deux philosophies qui s'affrontent un peu. C'est ça. D'un côté, le camp, la force d'abord, quand on est frais. Et de l'autre, le camp, la vitesse d'abord, pour réveiller le système nerveux. Les chercheurs les ont mis sur le ring pendant 8 semaines. C'est une excellente façon de le présenter. Ils ont pris 20 basketteurs masculins de niveau national, donc des athlètes qui sont déjà très très performants, et ils les ont séparés en deux groupes. Le premier groupe a suivi un protocole qu'ils ont appelé DCT. DCT pour Descending Complex Training. C'est ça. Descending, donc descendant. J'imagine qu'on part du plus lourd pour aller vers le plus léger et rapide. Exactement. Ils commençaient leur séance avec les exercices de force, les charges lourdes, et ensuite ils enchaînaient avec la pliométrie. C'est l'approche la plus classique, quoi. On fait le plus éprouvant quand on a le plus d'énergie. Logique. Et le deuxième groupe? Le deuxième groupe, c'était l'approche inverse, le protocole ACT pour Ascending Complex Training. Ascendant. Voilà. Eux commençaient par les exercices de vitesse, la pliométrie, et ils terminaient par la force. Attends, là ça me semble contre-intuitif. Commencer par des exercices explosifs qui sont quand même fatigants, ça ne risque pas de griller de l'énergie juste avant de devoir soulever lourd. J'aurais peur d'être moins performant sur mes squats par exemple. C'est une objection tout à fait valable, et c'est justement ce qui rend cette approche si intéressante. La théorie derrière l'ACT, l'approche vitesse d'abord, repose sur un concept qu'on appelle la potentialisation post-activation, ou PAP. D'accord. L'idée, c'est que les exercices explosifs faits en premier ne créent pas tant de la fatigue qu'un état d'éveil accru du système nerveux. En gros, ça le chauffe, ça le prépare à recruter les fibres musculaires plus efficacement. Donc, quand l'athlète arrive sous sa barre de squat, son système nerveux est déjà allumé et prêt à performer. Ah, je vois. C'est comme si on mettait le moteur en route et qu'on donnait quelques coups d'accélérateur avant de se lancer. Et le point crucial de l'expérience, c'est que mis à part cet ordre, tout le reste était identique, c'est bien ça? Absolument identique. Le volume total, le nombre de séries, de répétitions et les charges étaient les mêmes. La seule et unique variable, c'était la séquence. C'est ce qui rend l'étude si propre. Et les chercheurs, ils avaient une idée de ce qu'ils allaient trouver, une hypothèse. Oui, ils s'attendaient à ce que le groupe ACT, celui qui commence par la vitesse, progresse plus sur les sprints courts et que le groupe DCT, force en premier, gagne plus en force pure. Le suspense est à son comble. Alors, après ces 8 semaines, qu'est-ce que les mesures ont révélé? Qui a gagné le duel? Eh bien, c'est là que ça devient nuancé. Le premier résultat, le plus global, c'est qu'il n'y a pas eu de vainqueur clair et net. En fait, les deux méthodes se sont avérées très efficaces. Ah, Sur la grande majorité des tests, les sprints sur 5 et 10 mètres, la plupart des sauts, les changements de direction, les deux groupes ont montré des améliorations significatives et surtout très similaires. donc, tout ce débat pour un match nul.
On nous dit que finalement, l'ordre, on s'en fiche un peu, tant que le travail est fait. À première vue, on pourrait le croire. Et c'est déjà une info importante, les deux protocoles fonctionnent. Pour un entraîneur, c'est rassurant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est ce qui fait la beauté de la science. Quand on plonge dans les détails, le match nul se transforme. J'attendais ça. Alors, où est-ce que ça s'est joué? Ça s'est joué sur des détails très précis et de manière intéressante, toujours en faveur du même groupe. Lequel? Le groupe DCT, celui qui a fait la force en premier. Ah, le camp des classiques a marqué des points alors. Quels sont ses avantages? Le premier avantage significatif, il a été observé sur la vitesse de pointe lors d'un saut vertical avec balancement des bras. C'est le test qu'on appelle CMJA dans l'étude. Le groupe DCT a montré une amélioration de cette vitesse de pointe bien plus grande que le groupe ACT. D'accord, une plus grande vitesse de pointe sur un saut. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement sur un terrain de basket? J'ai du mal à visualiser. C'est une excellente question. Ce saut, le CMJA, il mime de très près l'action de sauter pour prendre un rebond ou pour contrer un tir. Il implique une coordination de tout le corps. Avoir une plus grande vitesse de pointe dans ce mouvement, ça veut dire que l'athlète accélère son corps plus rapidement vers le haut, il atteint le sommet de son saut plus vite. Et donc il peut attraper le ballon une fraction de seconde avant son adversaire. Exactement. C'est un avantage très concret. Ok, là c'est beaucoup plus clair. Un avantage sur un geste directement applicable au jeu. C'est un point important. Et le deuxième avantage? La deuxième différence est peut-être encore plus fondamentale. Elle a été mesurée lors d'un test appelé IMTP. IMTP. Isometric Mid-Thigh Pull. L'athlète se met en position, comme pour un soulevé de terre, mais la barre est fixe, il ne peut pas la bouger. On lui demande de tirer dessus le plus fort et le plus vite possible. Une sorte de test de force pure et d'explosivité à l'état brut. C'est ça. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est la force produite dans les 100 premières millisecondes de l'effort. C'est une fenêtre de temps minuscule. Et là encore, le groupe DCT a montré une amélioration significativement supérieure. Ils sont devenus bien meilleurs pour générer de la force très très rapidement. 100 millisecondes, c'est à peine un clignement d'œil. C'est vraiment pertinent. C'est plus que pertinent. C'est crucial dans la plupart des sports. Ces 100 millisecondes, c'est la différence entre un premier pas qui laisse le défenseur sur place et un démarrage un peu plus lent. C'est l'explosivité pure, l'étincelle initiale qui crée la différence. On appelle ça le taux de développement de la force. D'accord, donc si je résume, globalement, les deux méthodes se valent, mais dans le détail, le groupe Force d'abord a développé un avantage sur sa capacité à être explosif. Comment on explique ça? Pourquoi faire ses squats avant ses sauts rendrait plus explosif? L'interprétation la plus solide, c'est que réaliser les exercices de force lourde au début de la séance lorsque le système nerveux est complètement frais, non fatigué, ça agit comme une forme d'éducation, de conditionnement. Une éducation? Oui, le corps est dans des conditions optimales pour apprendre à recruter un maximum d'unités motrices et à le faire de la manière la plus synchronisée possible. En répétant ce schéma, le système nerveux devient plus efficace, plus rapide. Cette efficacité se transfère ensuite aux mouvements explosifs. Attends, ça veut dire que l'ordre des exercices n'est pas un simple interrupteur on-off qui rendrait un programme bon ou mauvais. Non, pas du tout. C'est plutôt comme un potentiomètre, une molette de réglage, qui permet d'ajuster très finement une qualité précise. C'est exactement ça. C'est la conclusion majeure de l'étude. Le séquençage n'est pas le fondement du programme. Le fondement, ça reste le choix des exercices, le volume, l'intensité. Mais une fois que cette base est solide, l'ordre devient une variable d'ajustement fin. C'est un outil de précision pour l'entraîneur, quoi. Un outil pour peaufiner des qualités neuromusculaires très spécifiques. Du coup, pour un coach, le message n'est pas « faites toujours la force en premier », c'est plutôt « analysez le besoin de votre athlète ». Si un joueur manque de ce premier pas foudroyant, alors lui faire suivre un protocole DCT pourrait être une stratégie très ciblée. Précisément. À l'inverse, pour un athlète qui est déjà très explosif, l'ordre aura peut-être moins d'importance. C'est un outil de plus dans la boîte. D'ailleurs, il faut aussi mentionner, par honnêteté intellectuelle, que les auteurs soulignent les limites de leur propre étude. Ah oui, c'est important ça. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre ces résultats comme une vérité absolue? Deux choses principalement. D'abord, la taille de l'échantillon. Seulement 20 athlètes. C'est courant dans les études sur des sportifs de haut niveau, mais ça limite la portée des résultats. D'accord. Et ensuite, point le plus important, la répartition des athlètes dans les groupes n'a pas été faite de manière aléatoire, mais en fonction de la logistique de leurs équipes. Ce n'est pas idéal méthodologiquement.
Donc, on ne devrait pas considérer cette étude comme le mot de la fin, mais plutôt comme une preuve très solide, un indice très fort dans une direction. C'est la bonne approche. C'est une pièce très convaincante dans un puzzle complexe. Elle nous dit que l'ordre compte, mais pas de la manière binaire qu'on imagine. Il ne s'agit pas de bon ou mauvais, mais de optimal pour quel objectif précis. En résumé, cette analyse nous montre que pour des basketteurs de haut niveau, les deux séquences, force d'abord ou vitesse d'abord, sont globalement efficaces. Pas de mauvais choix à ce niveau. C'est le message de base, oui. L'essentiel, ça reste le volume et l'intensité du travail. Les gains majeurs viendront toujours de là. Mais, et c'est le mais qui change tout l'ordre, peut agir comme un scalpel pour sculpter des qualités très spécifiques comme la production de force rapide. La performance se cache dans les détails. Absolument. Et au très haut niveau, ces détails font toute la différence. Cela ouvre d'ailleurs une question passionnante pour l'avenir, une question que l'étude ne pouvait pas aborder. Laquelle? Si le séquençage permet un tel ajustement fin, comment la réponse varie-t-elle d'un athlète à l'autre? On peut imaginer que le protocole idéal ne dépend pas seulement du sport, mais du profil neuromusculaire unique de chaque individu. Ah oui. Un athlète naturellement très fort, mais un peu lent nerveusement, pourrait réagir de manière spectaculaire au protocole DCT, alors qu'un autre, déjà très élastique, n'en tirerait que peu de bénéfices. On entre dans l'ère de l'ultra-personnalisation où même l'ordre des exercices dans une séance pourrait être adapté au profil de l'athlète. C'est une perspective fascinante. C'est sans doute l'une des prochaines frontières de l'optimisation de la performance. Une excellente réflexion pour conclure. Pour celles et ceux qui veulent vraiment plonger dans les chiffres et toute la méthodologie, on recommande chaudement la lecture de l'article original de Casimir Mikimak et ses collègues disponible dans le Journal of Sport Science and Medicine. C'est une lecture dense mais très enrichissante. Tout à fait. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci de nous avoir rejoints.